Je m'appelle Geneviève Beaumont. J'ai 68 ans, et avant de continuer, dites-moi, s'il vous plaît, de quel pays vous nous regardez et quel âge vous avez. Cela nous fait toujours plaisir de savoir qui nous écoute. Bonne écoute. Ce jour-là, c'était un mardi. Je me souviens exactement parce que le mardi, c'est mon jour pour aller chez le coiffeur, rue de Passy. J'avais rendez-vous le soir même pour un dîner chez ma belle-sœur Martine. Rien d'extraordinaire, un simple dîner de famille. Mais Martine avait insisté, « Geneviève, mets-toi belle. On sera une dizaine, j'ai invité les Duchamp, tu sais, le couple d'avocats. » J'ai toujours aimé être élégante. Mon défunt mari, Pierre, disait souvent, « Tu es la seule femme que je connaisse qui peut transformer un mardi en événement. » Alors j'ai sorti ma robe bleu marine, celle en soie, sobre mais distinguée. Et puis j'ai pensé au collier. Le collier de perles de maman. C'était devenu une sorte de rituel pour moi. À chaque occasion un peu spéciale, je portais ce collier. Pas par ostentation, non. Par présence. Comme si maman était encore là, posée délicatement sur ma peau, témoin silencieux de ma vie. Ces perles, elle les avait reçues de son propre père en 1952, pour ses 20 ans. Elles avaient traversé les décennies, les joies, les deuils. Elle m'avait vu me marier, accoucher de Marc et Pauline, enterrer Pierre. Je me suis dirigée vers ma chambre. L'appartement était silencieux, comme toujours depuis que Pierre est parti il y a 8 ans. 3 pièces au 5e étage d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Nous l'avions acheté ensemble en 1982. Les moulures au plafond, le parquet qui craque sous le tapis persan, les fenêtres qui donnent sur une cour intérieure où pousse un marronnier. Tout était à sa place, comme d'habitude. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, celui de droite, où je range mes foulards. Sous la pile de carrés Hermès que je ne porte presque plus, il y avait le coffret. Un écrin en bois laqué noir avec des incrustations de nacre. Il appartenait à ma grand-mère. Quand on l'ouvre, une petite ballerine en porcelaine tourne sur elle-même au son d'une berceuse viennoise. Marc adorait ce coffret quand il était petit. Il restait fasciné par la ballerine, les yeux écarquillés. J'ai soulevé le couvercle. La musique a commencé, grêle, un peu désaccordée par les années. Mais à l'intérieur, rien. Le velours bordeaux, usé, creusé par la forme des bijoux qui y avaient dormi pendant des décennies. Mais rien d'autre. Juste du vide. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement. J'ai senti cette sensation étrange, comme quand on rate une marche dans l'escalier. Le souffle coupé, le temps suspendu. J'ai cligné des yeux, comme si mon regard pouvait se tromper. Mais non. Le collier de perles n'était pas là. Les boucles d'oreilles en émeraude de grand-mère non plus. Ni l'alliance en or jaune de mon arrière-grand-mère, celle gravée à l'intérieur, Marguerite d'Édouard, 1890. J'ai fouillé dans le tiroir. Peut-être les avais-je rangés ailleurs ? Mes mains tremblaient. J'ai vidé tous les foulards sur le lit. Rien. J'ai ouvert les autres tiroirs, un par un. Rien. J'ai regardé sous le lit, dans la table de nuit, dans l'armoire. Rien, rien, rien. La panique est montée, lentement d'abord, comme une eau qui envahit une cave. Puis plus vite. J'ai fait le tour de l'appartement. La cuisine, le salon, même la salle de bain. J'ai regardé dans des endroits absurdes, dans le tiroir des ustensiles, derrière les livres de la bibliothèque. Comme si les bijoux avaient pu se déplacer tout seuls, comme par magie. 1 heure plus tard, j'étais assise sur le bord de mon lit, le coffret vide posé sur mes genoux. Mes mains, ces vieilles mains aux veines apparentes, serraient le bois laqué si fort que mes articulations blanchissaient. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré l'odeur du velours. Il sentait encore le parfum de maman. Chanel numéro 5. Cette odeur qui me ramène instantanément à mon enfance, au dimanche où elle m'emmenait au jardin du Luxembourg. Ce n'était pas l'argent qui me faisait mal. Ces bijoux valaient certainement quelque chose, oui, mais ce n'était pas ça. C'était la mémoire. 4 générations de femmes de ma famille. Marguerite, qui avait traversé la Première Guerre mondiale en cachant cette alliance sous sa langue quand les soldats fouillaient les maisons. Ma grand-mère Élise, qui portait ses émeraudes le jour où elle a appris que son mari était revenu vivant de Verdun. Ma mère Claudine, qui avait mis ce collier de perles pour mon mariage, les larmes aux yeux, murmurant « Tu es si belle, ma chérie ». Et maintenant, plus rien. Juste un coffret vide et une musique désaccordée. J'ai essayé de réfléchir calmement. Quand avais-je ouvert ce coffret pour la dernière fois ? Il y a 3 mois, pour l'anniversaire de Pauline, ma fille.
Oui, je m'en souvenais précisément. J'avais porté les boucles d'oreilles. Pauline avait même fait une remarque. Maman, elles sont magnifiques. Un jour, tu me les laisseras. J'avais souri. Un jour, ma chérie. Quand je ne serai plus là. Donc, les bijoux avaient disparu entre mars et aujourd'hui, début juin. 3 mois. Qui était venu chez moi pendant ces 3 mois? Je vivais seule. Je ne recevais presque personne. Pauline, bien sûr, elle passait régulièrement. Marc, beaucoup moins, il était toujours occupé avec son travail dans la finance. Et puis Céline. Céline, ma belle-fille. La femme de Marc. Blonde, élégante, toujours tirée à 4 épingles. Elle travaillait dans la communication, ou le marketing, je ne savais jamais très bien. Elle parlait beaucoup, riait fort, embrassait tout le monde. Pierre ne l'aimait pas, elle est fausse, disait-il. Je lui reprochais d'être dure. Pierre, c'est la mère de tes petits-enfants. Fais un effort. Aujourd'hui, j'entendais encore sa voix. Le téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. C'était Martine, certainement, qui s'inquiétait de mon retard. J'ai regardé l'heure. 19h30. J'aurais dû être chez elle depuis une demi-heure. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais clouée sur ce lit, le coffret sur les genoux, essayant de comprendre comment 4 générations de ma famille pouvaient disparaître en 3 mois, dans mon propre appartement, sans que je m'en aperçoive. Et c'est là, dans ce silence, que j'ai compris. Je ne m'en étais pas aperçue parce que je n'avais aucune raison de me méfier. Parce que quand on vous vole dans votre propre maison, ce n'est jamais un inconnu. C'est toujours quelqu'un qui a les clés. J'ai passé la nuit blanche. Assise dans mon fauteuil Voltaire près de la fenêtre, celui où Pierre lisait son journal chaque soir, j'ai regardé Paris s'endormir puis se réveiller. Les lumières des appartements d'en face qui s'éteignent une à une. Le silence de 3 heures du matin, ce silence particulier des grandes villes où on entend presque le temps passer. Puis, vers 6 heures, les premiers bruits, les camions poubelles, les boulangeries qui ouvrent, la vie qui reprend. Je n'ai pas dormi parce que je réfléchissais. Méthodiquement. Comme Pierre m'avait appris à le faire quand nous devions prendre des décisions importantes. Geneviève, disait-il, l'émotion c'est bien, mais la raison, c'est mieux. Pose-toi les bonnes questions. Alors j'ai posé les questions. Qui avait accès à mon appartement? Qui connaissait l'existence de ce coffret? Qui savait où je le rangeais? Et surtout, qui avait les clés? Moi, évidemment. Pauline, ma fille. Elle avait un double depuis toujours, depuis qu'elle avait 16 ans et que je voulais qu'elle puisse rentrer si elle oubliait les siennes. Pauline qui travaille comme infirmière à l'hôpital Necker, qui vit dans un 2 pièces à Montparnasse avec son compagnon Julien. Pauline qui passe me voir 2 fois par semaine, qui m'emmène faire les courses le samedi, qui reste parfois dormir quand ses gardes finissent trop tard. Non, pas Pauline. Impossible. Je la connais depuis qu'elle a poussé son premier cri dans la clinique de Neuilly, un matin de novembre 1979. Je connais son odeur, ses gestes, ses silences. Une mère sait ces choses-là. Et puis, Pauline n'a jamais porté beaucoup d'intérêt aux bijoux. Elle est pratique, ma fille. Des jeans, des baskets, les cheveux attachés. Maman, à quoi ça sert de porter des perles quand on change des perfusions? Marc, mon fils. Lui aussi avait un double. Enfin, avait. Je le lui avais donné il y a des années, quand il faisait encore ses études. Mais un jour, il y a peut-être 5 ans, je lui avais demandé de me le rendre. Pas par méfiance, simplement parce qu'il ne venait presque plus. À quoi bon garder un double si tu ne passes jamais? Avais-je dit, avec un sourire pour masquer le reproche. Il avait haussé les épaules. Comme tu veux, maman. Et il me l'avait rendu. Donc Marc n'avait plus les clés. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai pris mon téléphone. 7 heures du matin. Trop tôt pour appeler. Mais j'ai ouvert mes messages. J'ai remonté les conversations avec Marc. Nous n'échangions pas beaucoup. Des messages courts, fonctionnels. Bonne fête maman. Merci pour le chèque d'anniversaire. On ne pourra pas venir dimanche, désolé. Et puis, il y a 6 mois, en décembre, ce message de Céline. Pas de Marc, de Céline. Sur mon téléphone portable que je maîtrise encore mal, avec ces applications qui me perdent. Maman Geneviève, c'est Céline. Je voulais te parler d'un truc important. Tu sais, à ton âge, il faut penser à la sécurité. Si tu tombes,
Si tu as un malaise, personne ne peut entrer chez toi pour t'aider. Ce serait bien que j'aie un double de tes clés. Juste au cas où. Pour ta sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Bisous. Maman Geneviève. Elle m'avait toujours appelé comme ça, avec ce diminutif affectueux qui sonnait faux, comme du cristal ébréché. Je me souvenais de ma réaction à ce message. J'avais été touchée, je crois. Oui, touchée qu'elle s'inquiète pour moi. À 68 ans, on n'est pas vieille, mais on n'est plus toute jeune non plus. Et c'est vrai que je vis seule. Pierre n'est plus là pour appeler les secours si je me casse le col du fémur dans la salle de bain. J'avais répondu « C'est gentil Céline. Passe quand tu veux, je te ferai faire un double. » Une semaine plus tard, elle était venue. Un mercredi après-midi. Je m'en souvenais parce que je venais de rentrer de mon cours d'aquagym à la piscine Molitor. Elle portait un manteau camel, des bottes en cuir, un sac Longchamp. Toujours élégante, Céline. Elle sentait un parfum entêtant, quelque chose de fleuri et de sucré qui ne me plaisait pas vraiment. « Tu es adorable, maman Geneviève », avait-elle dit en prenant mes clés. Je vais chez le cordonnier du coin, celui rue de l'Annonciation, ils font les doubles. Je reviens dans 20 minutes. Elle était revenue, m'avait rendu mes clés, avait pris un thé, avait parlé des enfants, Thomas et Léa, mes petits-enfants. Thomas a eu 16 en maths, tu te rends compte? Et Léa veut faire du piano, mais bon, les cours sont chers. Elle avait soupiré. J'avais compris l'allusion. J'avais sorti mon chéquier. 500 € pour les cours de piano. Tu es trop généreuse, avait-elle dit en pliant le chèque dans son portefeuille. Voilà. C'était il y a 6 mois. Et maintenant, en reconstituant la chronologie, tout s'éclairait d'une lumière sale. 3 semaines plus tôt, mi-mai, Céline m'avait appelé. Maman Geneviève, je suis dans le quartier, je peux passer? J'ai des courses à faire à Franprix. J'étais justement chez le médecin, mon cardiologue du boulevard Excellence. Rendez-vous annuel. Je ne suis pas là, ma chérie, je suis en consultation. Oh, ce n'est pas grave, avait-elle répondu. Si tu veux, je passe quand même. Je pourrais ranger un peu chez toi, faire la poussière. Tu sais, à ton âge, c'est fatigant le ménage. À mon âge. Elle avait dit ça. Comme si j'étais une invalide. J'avais hésité. Puis accepté. C'est gentil. Les clés sont, ah non, tu as un double. Entre, fais comme chez toi. Je rentre vers 17 h. Quand j'étais revenue, l'appartement était impeccable. Elle avait même changé les draps de mon lit, mis des fleurs fraîches dans le vase du salon. Un bouquet de pivoine blanche. Pour égayer un peu, avait dit le petit mot laissé sur la table de la cuisine. Elle avait signé avec un cœur. J'avais été émue. J'avais appelé Marc le soir même. Ton épouse est adorable. Elle est venue ranger pendant que j'étais absente. Marc avait ri. Oui, elle est comme ça, Céline. Elle aime rendre service. Maintenant, assise dans mon fauteuil à 7 h du matin, avec la lumière grise de Paris qui entrait par la fenêtre, je comprenais. Elle n'était pas venue ranger. Elle était venue voler. Pendant que je parlais tension artérielle et électrocardiogramme avec le docteur Bernstein, Céline était chez moi, dans ma chambre, fouillant mes tiroirs. Elle avait trouvé le coffret. Avait ouvert le couvercle. Peut-être avait-elle souri en voyant la petite ballerine tourner. Peut-être avait-elle simplement pris les bijoux, froidement, méthodiquement, comme on fait ses courses. Le collier de perles. Les boucles d'oreilles en émeraude. L'alliance de 1890. Tout. Et elle était repartie avec son bouquet de pivoine et son mot affectueux signé d'un cœur. J'ai serré les accoudoirs du fauteuil. Mes mains tremblaient, mais ce n'était plus de chagrin. C'était de colère. Une colère froide, lucide, qui montait du ventre. Elle m'avait appelée « maman ». Elle avait dormi dans ma maison. Elle avait mangé à ma table. J'avais payé les cours de piano de sa fille, les vacances de sa famille, les cadeaux de Noël. Et pendant ce temps, elle attendait juste le bon moment. Le moment où je serais ailleurs, vulnérable, confiante. Le soleil se levait complètement maintenant. Paris était réveillé. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à Céline. Court, simple, sans accusation directe. Pas encore. Céline, tu pourrais passer prendre un thé cette semaine? J'ai quelque chose à te demander. Bisous. Elle a répondu en 5 minutes. Avec plaisir, maman Geneviève.
Jeudi après-midi, ça te va? Bisous. J'ai souri. Un sourire sans joie. Jeudi, elle viendrait. Et jeudi, elle comprendrait que voler une vieille femme n'est pas aussi simple qu'elle le pensait. Le jeudi est arrivé trop lentement et trop vite à la fois. J'ai passé ces 2 jours dans un état étrange, entre le calme et la tempête. Le mercredi, j'ai fait mes courses comme d'habitude au marché de Passy. J'ai acheté des macarons chez Ladurée, ceux à la rose que Céline aime tant. J'ai pris du thé Earl Grey, des serviettes en lin que j'ai repassées avec soin. J'ai sorti la porcelaine de Limoges, celle qui avait appartenu à ma mère. Je préparais un piège, mais je voulais qu'il soit élégant. Parce que c'est ce qui nous différencie, elle et moi. Moi, j'ai été élevée dans l'idée que même la colère doit avoir de la tenue. Jeudi, 14 heures. J'ai mis ma robe grise, celle en laine sobre, avec ma broche en argent. J'ai coiffé mes cheveux. Du rouge à lèvres, discret. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Une vieille femme me regardait. Enfin, pas si vieille. Fatiguée, plutôt. Avec dans les yeux cette lueur nouvelle, quelque chose que je ne me connaissais pas. De la dureté, peut-être. Ou simplement de la lucidité. La sonnette a retenti à 14h30 précise. Céline n'est jamais en retard. Ça, je dois le reconnaître. J'ai ouvert. Elle était là, souriante, dans son éternel manteau camel qui devait coûter 1 mois de ma retraite. Sac Longchamp à l'épaule, cheveux blonds impeccablement bruchés, maquillage parfait. Elle sentait son parfum habituel, trop sucré, trop présent. Maman Geneviève. Elle m'a embrassée sur les 2 joues. 3 bises, comme elle fait toujours. La 3e pour montrer qu'on est proche, qu'on s'aime. Tu as l'air fatigué. Tu dors bien? Pas très bien ces derniers temps, ai-je répondu en la laissant entrer. Des soucis. Oh, ma pauvre. Des soucis de santé? Non. Des soucis, d'un autre ordre. Elle a enlevé son manteau, l'a posé sur le dossier du canapé avec ce geste nonchalant qu'elle a toujours, comme si elle était chez elle. D'ailleurs, avec mes clés, elle était chez elle, n'est-ce pas? Je l'ai installée dans le salon. J'ai servi le thé dans les tasses en porcelaine. J'ai disposé les macarons sur la petite assiette octogonale. Elle a pris celui à la rose, comme je le savais. A croqué dedans avec délicatesse. Délicieux. Tu es trop gentille, maman Geneviève. Maman Geneviève. Ce mot sonnait de plus en plus faux à mes oreilles. Comme une pièce de monnaie contrefaite. Céline. J'ai commencé, en posant ma tasse. Il m'est arrivé quelque chose de troublant. Elle a levé les yeux. Son visage était l'image même de la sollicitude. Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Mes bijoux ont disparu. Silence. Une demi-seconde, peut-être moins. Mais j'ai vu. J'ai vu son regard qui s'est figé, imperceptiblement. Puis, presque aussitôt, elle a repris son masque. Disparu? Comment ça, disparu? Mon coffret à bijoux. Le collier de perles de maman, les boucles d'oreilles en émeraude, l'alliance ancienne. Tout. Envolé. Elle a porté la main à sa bouche. Geste théâtral, parfaitement calibré. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Tu as été cambriolé? Je ne sais pas. C'est ce qui est étrange. Il n'y a aucune trace d'effraction. Rien d'autre n'a disparu. Juste les bijoux. Elle a froncé les sourcils, l'air concerné. Mais c'est bizarre, ça. Tu es sûr que tu ne les as pas rangés ailleurs? Tu sais, parfois, on fait les choses machinalement et on oublie. Voilà. Elle avait commencé. La petite phrase insidieuse. Tu oublies. Sous-entendu, à ton âge, la mémoire flanche. Non, j'ai répondu calmement. Je suis certaine. Je les range toujours au même endroit. Dans le coffret, dans le tiroir de ma commode. Et là, ils n'y sont plus. Depuis quand tu ne les as pas vus? La dernière fois que j'ai ouvert le coffret, c'était en mars. Pour l'anniversaire de Pauline. Depuis, je ne l'ai pas rouvert jusqu'à mardi dernier. Elle a hoché la tête, pensive. Trop pensive. 3 mois, c'est long. Tu es sûre qu'ils étaient là en mars? Absolument certaine. Et qui a accès à ton appartement? Sa voix était douce, presque professionnelle. Comme une enquêtrice. Très peu de monde. Pauline.
Toi, depuis que je t'ai fait faire un double. Elle a eu un petit rire nerveux. Tu ne penses quand même pas que j'aurais quelque chose à voir avec ça. Je l'ai regardé. Droit dans les yeux. Ses yeux bleu clair, trop clairs, qu'elle maquillait toujours avec un trait d'eyeliner parfait. Je ne sais pas quoi penser, Céline. Je pose juste la question. Tu n'aurais rien vu, rien remarqué. Son visage s'est durci. Imperceptiblement, mais j'ai vu. Geneviève, je suis choquée que tu puisses même suggérer. Je suis ta belle-fille. La mère de tes petits-enfants. Je ne suggère rien. Je cherche à comprendre. Non, mais là, franchement, c'est insultant. Elle a posé sa tasse brusquement. Un peu de thé a débordé sur la soucoupe. Tu m'accuses? Moi? Après tout ce que je fais pour toi. Tout ce que tu fais pour moi. Oui. Je passe te voir, je t'aide à ranger, je t'appelle régulièrement. Et là, parce que tu perds tes bijoux, tu m'accuses de vol. Je n'ai pas dit que tu les avais volés. Non, mais tu l'insinues. C'est pareil. À ce moment, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a bondi. Qui avait des clés? Pauline était de garde à l'hôpital. Marc? Il ne venait jamais sans prévenir. Et pourtant, c'était lui. Marc est entré dans le salon, l'air gêné. Il portait son costume de travail, cravate desserrée. Il a jeté un coup d'œil entre Céline et moi. Qu'est-ce qui se passe? Céline s'est levée d'un bond. Ta mère m'accuse d'avoir volé ses bijoux. Ce n'est pas vrai, j'ai dit calmement. J'ai simplement dit qu'ils avaient disparu et que je cherchais à comprendre. Marc s'est tourné vers moi. Son visage était tendu. Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai répété. Les bijoux, le coffret vide, les 3 mois. Il écoutait, les bras croisés. Quand j'ai fini, il a soupiré. Ce soupir, je le connaissais. C'était celui de l'exaspération contenue. Maman, tu ne vas quand même pas accuser Céline. C'est ridicule. Je n'accuse personne. Je constate. Tu constates quoi? Que tu as perdu des bijoux et que tu cherches un coupable. Je ne les ai pas perdus, Marc. Ils ont été pris. Par qui? Sa voix montait. Par Céline? Sérieusement? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je dis que quelqu'un qui a les clés de mon appartement a ouvert mon tiroir et a pris ce qui appartenait à 4 générations de notre famille. Céline s'est mise à pleurer. Pas des vrais sanglots, non. Ces petites larmes élégantes qui ne font pas couler le mascara. Je ne mérite pas ça. Je suis venue pour prendre le thé et je me retrouve accusée de vol. Marc s'est approché d'elle. L'a prise par les épaules. Puis il s'est tourné vers moi. Et là, j'ai vu dans ses yeux ce que je redoutais. Non pas du doute, mais de la fermeté. Il avait choisi son camp. Maman, tu deviens confuse. À ton âge, c'est normal d'oublier des choses. Tu as peut-être rangé ces bijoux ailleurs. Ou peut-être qu'il faut qu'on parle de ton état général. Mon état général. Comme si j'étais sénile. Marc, j'ai toute ma tête. Je n'ai pas dit le contraire. Mais avoue que c'est étrange. Tu vois des choses qui disparaissent, tu accuses ta belle-fille sans aucune preuve. Je ne l'accuse pas. Je pose des questions. Des questions blessantes. Il a serré Céline contre lui. On va y aller. Et je pense qu'on devrait prendre un peu de distance. Le temps que tu te calmes. Ils sont partis. Céline en larmes, Marc protecteur. Moi, debout dans mon salon avec mes tasses en porcelaine et mes macarons intacts. La porte s'est refermée. J'ai entendu leurs pas dans l'escalier. Leur voix, étouffée. Et puis plus rien. Je me suis assise. Lentement. J'ai regardé les 2 tasses sur la table basse. La mienne, pleine. La sienne, à moitié vide avec une trace de rouge à lèvres sur le rebord. Voilà ce que j'avais appris ce jour-là, on peut être trahi 2 fois. Une fois par celle qui vole. Une autre fois par celui qui refuse de voir. Après leur départ, je suis restée immobile pendant 1 heure. Peut-être plus. Le temps n'avait plus vraiment de sens. Les tasses refroidissaient sur la table. Les macarons étaient toujours là, intacts, comme des témoins muets. Dehors, Paris vivait. J'entendais les klaxons, les voix des passants, le roulement des valises sur le trottoir. La vie continuait,
indifférente. Mais dans ma tête, quelque chose s'était mis en marche. Une mécanique froide, précise. Si mon fils ne me croyait pas, si ma belle-fille mentait avec autant d'aplomb, alors je devais trouver les preuves moi-même. Personne ne le ferait à ma place. Le lendemain matin, vendredi, je me suis réveillée avec un plan. J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui que Pauline m'avait offert pour mes 65 ans en me disant « Maman, il faut que tu restes connectée au monde ». Je l'utilisais surtout pour mes mets et quelques recherches simples. Mais ce matin-là, j'avais besoin de plus. J'ai tapé « Où vendre des bijoux anciens à Paris ». Les résultats se sont affichés. Des dizaines de sites. Hôtel Drouot, la célèbre salle des ventes. Christie's, Sotheby's pour les enchères de prestige. Des antiquaires spécialisés. Des boutiques de rachat d'or. Le Marais, Saint-Germain-des-Prés, le 9e arrondissement. Paris est une ville où on peut tout vendre, discrètement ou publiquement. J'ai imprimé une liste. 15 adresses. Certaines prestigieuses, d'autres plus modestes. Si Céline avait vendu les bijoux, et j'en étais maintenant certaine, elle l'avait fait quelque part dans cette ville. Mais il me fallait une photo. Je suis allée chercher mes albums, ceux que je garde dans le buffet du salon. Des albums en cuir rouge, usés par le temps. J'ai feuilleté les pages. Mariage avec Pierre, 1976. Moi dans ma robe blanche, lui en costume sombre. Et là, autour de mon cou, le collier de perles. Net, visible. J'ai aussi trouvé une photo de maman, prise en 1985 pour ses 60 ans. Elle portait les boucles d'oreilles en émeraude. Elle brillait sous le flash. J'ai pris les 2 photos, je les ai scannées avec l'aide de YouTube. Oui, à 68 ans, on apprend encore, et je les ai imprimées en plusieurs exemplaires. Mon dossier était prêt. Lundi matin, 9 heures. Je me suis habillée simplement mais correctement. Pantalon noir, chemisier blanc, mon imperméable beige. J'ai mis mes chaussures confortables, celles avec lesquelles je peux marcher longtemps. J'ai glissé mes photos dans un porte-documents en cuir, celui que Pierre utilisait pour ses rendez-vous professionnels. Et je suis sortie. Ma première destination, l'hôtel Drouot, rue Drouot, dans le 9e. Le temple des ventes aux enchères parisiennes. Un bâtiment imposant, avec ses colonnes et son atmosphère de vieux Paris. J'y étais déjà venue avec Pierre, il y a des années, pour acheter un guéridon. J'ai poussé la porte. À l'intérieur, ça sentait le bois ciré et le papier ancien. Des gens allaient et venaient, catalogue à la main. J'ai cherché des yeux quelqu'un qui pourrait m'aider. Un jeune homme en costume, la trentaine, l'air affairé. « Excusez-moi, monsieur. » Il s'est retourné, a souri poliment. « Oui, madame. Je cherche des informations sur des bijoux qui auraient pu être vendus ici récemment. » Il a froncé les sourcils. « Vous êtes acheteuse ? » ?»« Non. Propriétaire. Enfin, ex-propriétaire. Ces bijoux m'ont été dérobés. Je cherche à les retrouver. » Son visage est devenu plus sérieux. « Je vois. Vous avez porté plainte. » »« Pas encore. Je cherche d'abord des preuves. » Il a hoché la tête. « Nous avons des registres, mais sans plainte officielle, je ne peux pas vous donner accès aux informations des vendeurs. C'est la loi sur la protection des données. » « Je comprends. Mais puis-je au moins vous montrer des photos ? Si vous les reconnaissez, vous pourriez me le dire. » Il a hésité, puis accepté. « Montrez-moi. » J'ai sorti mes photos. Il les a examinées attentivement. Le collier de perles, les émeraudes. A secoué la tête. « Non, je n'ai rien vu de tel passer récemment. Mais nous avons des ventes spécialisées bijoux une fois par mois. La dernière remonte à 3 semaines. Si ça a été vendu ici, c'était peut-être là. Comment puis-je vérifier ? Il faudrait consulter le catalogue de cette vente. Ou parler à l'expert qui l'a supervisé. Mais encore une fois, sans plainte. J'ai compris. Drouot était une impasse sans démarche officielle. J'ai remercié le jeune homme et je suis repartie. Deuxième étape, le Marais. Quartier des antiquaires, des galeries, des petites boutiques discrètes où on peut vendre sans trop de questions. J'ai marché rue des Francs-Bourgeois, rue de Turenne, rue du Roi de Sicile. J'entrais dans chaque boutique, sortais mes photos, posais mes questions. « Bonjour, je cherche des bijoux que j'ai perdus. Quelqu'un aurait pu vous les proposer. » Partout, la même réponse, « Non, désolé, on n'a rien vu. »
Certains étaient compatissants, d'autres indifférents. Une vieille dame, dans une boutique sombre rue Vieille du Temple, m'a même serré la main. « Ma pauvre, c'est terrible de se faire voler. J'espère que vous les retrouverez. » J'ai continué. Mes pieds commençaient à me faire mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme une quête. Chaque boutique était un espoir. À midi, j'ai pris un sandwich dans une boulangerie, assise sur un banc square du Temple. J'ai mangé sans goût, juste pour tenir. L'après-midi, je suis descendue vers Saint-Germain-des-Prés. D'autres antiquaires, plus chics, plus chers. Là, les vendeurs me regardaient avec un peu plus de suspicion. Une vieille femme avec des photos froissées, c'était peut-être louche. Mais je persistais. Et puis, vers 16h, rue de Turenne, j'y étais repassée, en prenant une autre direction, je suis entrée dans une petite boutique que j'avais ratée le matin. Antiquité Millet, disait l'enseigne discrète. Vitrine élégante avec quelques objets anciens. Une pendule, des couverts en argent, une broche art déco. Un homme était derrière le comptoir. La cinquantaine, cheveux gris, lunettes fines. Il lisait un livre. Quand je suis entrée, il a levé les yeux. « Bonjour madame. »« Bonjour monsieur. Je cherche des informations sur des bijoux. » J'ai sorti mes photos, comme je l'avais fait 20 fois déjà. Mais cette fois, quand il a regardé la photo du collier de perles, son visage a changé. Un éclair de reconnaissance. Ce collier, je l'ai vu. Mon cœur s'est arrêté. Vous êtes sûr? Oui. Des perles d'eau douce, fermoir en or blanc avec un petit diamant. C'est rare, ce type de fermoir. Une femme me l'a proposé il y a, attendez. Il a ouvert un registre sur son comptoir, a tourné les pages. Voilà. Il y a 2 semaines. Le 27 mai exactement. 2 semaines. C'était juste après la visite de Céline chez moi. Cette femme, vous vous souvenez d'elle? Il a réfléchi. Oui, assez bien. La quarantaine, blonde, très élégante. Elle portait un tailleur beige, je crois. Et elle avait un grand sac, marque, Longchamp, peut-être. Céline. C'était elle. Mon sang s'est glacé. Elle vous a vendu d'autres pièces. Il a regardé son registre. Oui. Des boucles d'oreilles anciennes, émeraudes serties d'or jaune. Très belles pièces. Combien vous les a-t-elle vendues? Le collier, 8 000 €. Les boucles, 4 000. J'ai des photos si vous voulez voir. Il a sorti son téléphone, a fait défiler des images. Et là, sur l'écran, j'ai vu mes bijoux. Le collier de maman. Les émeraudes de grand-mère. Photographiées sur un velours noir, avec une lumière professionnelle. Elle a donné un nom? Oui. Attendez. Il a regardé le registre. Céline Moreau. Son nom de jeune fille. Pas celui de Marc. Elle avait été prudente. Vous avez encore ces bijoux? Il a secoué la tête. Non, désolé. Je les ai déjà revendus. Le collier à une cliente italienne, les boucles d'oreilles à un collectionneur. J'ai senti mes jambes faiblir. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir. Madame, ça va? Vous voulez un verre d'eau? Oui, s'il vous plaît. Il est parti à l'arrière-boutique, est revenu avec un verre. J'ai bu lentement. Mes mains tremblaient. Ces bijoux, c'étaient les vôtres, n'est-ce pas? A-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Ma mère, ma grand-mère. 4 générations. Il a soupiré. Je suis désolée. Si j'avais su. Mais elle avait l'air honnête. Et elle connaissait l'histoire des pièces. Elle m'a dit que c'était un héritage familial qu'elle devait vendre pour raisons personnelles. C'était un héritage. Mais pas le sien. Il m'a regardé longuement. Vous allez porter plainte. Oui. Et j'aurai besoin de votre témoignage. De vos registres. De tout. Il a hoché la tête. Vous les aurez. Je vais tout vous préparer. Donnez-moi votre numéro. Je lui ai donné ma carte, celle avec mon nom et mon téléphone que je fais imprimer pour mes rendez-vous médicaux. Il l'a prise, l'a glissée dans son registre. Madame Beaumont, je vais vous aider. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de situation. Les vols en famille, c'est toujours le plus douloureux. Je suis sortie de la boutique avec un reçu, une promesse de document, et surtout,
la certitude. Céline avait volé. Céline avait vendu. Céline avait menti en me regardant droit dans les yeux. Et maintenant, j'avais les preuves. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans un état second. Le métro, les couloirs interminables, les escaliers de ma station Passy, tout me semblait irréel, comme si je marchais dans un rêve. Ou plutôt, dans un cauchemar. Mais un cauchemar où, pour la première fois, j'avais une arme. Les preuves. J'avais les preuves. Arrivé chez moi, j'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures, mes pieds me faisaient atrocement souffrir, et je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai sorti le papier que M. Millet m'avait donné. Un simple reçu manuscrit, mais c'était une bombe. Reçu de Madame Céline Moreau, le 27 mai 2024. Un collier de perles anciennes, fermoir or blanc et diamant, 8 000 €. Une paire de boucles d'oreilles émeraude, monture or jaune, 4 000 € total, 12 000 €. Signé, tamponné. Légal. J'ai relu ces lignes 10 fois, 20 fois. Le 27 mai. Exactement 4 jours après sa visite chez moi, quand elle était venue ranger un peu, pendant que j'étais chez le cardiologue. Elle n'avait pas attendu. 4 jours. Le temps de vérifier que je ne m'en étais pas aperçu, peut-être. Ou simplement parce qu'elle avait besoin d'argent rapidement. J'ai pris mon téléphone. Il était 19 h. J'ai appelé un numéro que je n'avais pas composé depuis au moins 2 ans, Maître Olivier Dubois, mon notaire. Celui qui avait réglé la succession de Pierre, qui gérait mes quelques biens, mes papiers importants. Cabinet Dubois, bonsoir. La voix de sa secrétaire, Madame Janine, que je connaissais depuis 30 ans. Bonsoir Janine, c'est Geneviève Beaumont. Oh, Madame Beaumont. Quelle surprise. Vous allez bien? Pas vraiment, Janine. J'aurais besoin de parler à Maître Dubois. C'est urgent. Il est encore là. Je vous le passe. Quelques secondes. Puis sa voix, grave, posée. Geneviève? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tout est sorti. D'une traite, sans m'arrêter. Les bijoux disparus. Céline, Marc qui ne me croyait pas, mon enquête dans Paris, l'antiquaire rue de Turenne, le reçu. Tout. Il m'a écouté sans m'interrompre. À la fin, il y a eu un long silence. Puis, Geneviève, vous êtes sûre de ce que vous me dites? Absolument. J'ai le reçu sous les yeux. Alors c'est grave. C'est du vol qualifié. Abus de confiance, circonstances aggravantes. Elle avait accès à votre domicile, elle a profité de votre absence, elle connaissait la valeur des objets. Le code pénal est très clair là-dessus. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Combien de temps elle risque? 3 ans de prison. Peut-être plus selon les circonstances. Et bien sûr, remboursement intégral, dommages et intérêts. 3 ans. Prison. Ma belle-fille, la mère de mes petits-enfants. Geneviève, vous m'entendez? Oui, oui. Je réfléchis. Je comprends. C'est votre famille. Mais vous avez le droit de porter plainte. Et même, je dirais que vous devez le faire. Pas seulement pour vous, mais pour établir la vérité. Votre fils pense que vous êtes confuse, c'est ça? Oui. Alors ces documents prouveront que vous avez toute votre tête. Et que c'est elle qui a menti. Il avait raison. Ce n'était plus seulement une question de bijoux. C'était une question de dignité, de vérité. On m'avait fait passer pour une vieille femme sénile. Il était temps de rétablir les faits. Que dois-je faire? Ai-je demandé. D'abord, récupérer tous les documents possibles. Le reçu, les photos, tout ce que l'antiquaire peut vous fournir. Ensuite, on prend rendez-vous. Je vais vous accompagner au commissariat pour le dépôt de plainte. Et on lance une procédure civile en parallèle pour récupération des biens ou de leur valeur. D'accord. Une dernière chose, Geneviève. Ça va faire du bruit. Marc va très mal le prendre. Votre famille va être déchirée. Vous êtes prête? J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient dans les immeubles d'en face. Des vies ordinaires, paisibles. La mienne ne le serait plus. Je suis prête, ai-je dit. Le lendemain matin, mardi, je suis retournée rue de Turenne. Monsieur Millet m'attendait. Il avait préparé un dossier complet.
copie du registre, photo des bijoux avant la vente, description détaillée, même la carte d'identité que Céline avait présentée. Photocopie obligatoire pour toute transaction supérieure à 3 000 €. Voilà, Madame Beaumont. Tout est là. Si vous avez besoin que je témoigne, je le ferai. Merci. Vraiment. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Si, je peux. J'ai une mère de votre âge. Si quelqu'un lui faisait ça, je voudrais qu'on l'aide. Je suis repartie avec le dossier. En marchant vers le métro, je l'ai ouvert. La photocopie de la carte d'identité. Céline Moreau, née le 14 mars 1982 à Neuilly-sur-Seine. Son visage sur la photo, sérieux, presque sévère. Ses yeux bleus qui me regardaient depuis le papier. Comment avais-je pu ne rien voir? Pendant toutes ces années, les repas de famille, les anniversaires, Noël. Elle embrassait, riait, parlait des enfants. Et tout ce temps, elle attendait juste l'occasion. De retour chez moi, j'ai étalé tous les documents sur la table du salon. Le reçu. Les photos. La copie de la carte d'identité. Les clichés de mes propres albums montrant les bijoux portés par maman, par grand-mère. J'ai tout organisé, classé, comme un procès que je préparais. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti mon chéquier. Pas pour donner, cette fois. Pour vérifier. J'ai feuilleté les souches des derniers mois. Janvier, 500 € pour les cours de piano de Léa. Février, 800 € pour dépannage urgent. Céline qui m'avait appelé en pleurs, des factures impayées. Mars, 1200 € pour les vacances de ski de Thomas. Avril, 300 € pour un cadeau d'anniversaire pour Marc de la part de nous tous. Mai, 600 € pour la cantine et les activités. J'ai compté. Depuis janvier, j'avais donné 3 400 €. Sans compter les cadeaux en nature, les courses que je payais quand il venait dîner, les chèques pour Noël. Et elle avait quand même volé. Ce n'était même pas le besoin. C'était la cupidité. Ou pire, l'habitude. J'étais devenue pour elle une ressource à exploiter. Un distributeur automatique avec un code d'accès permanent. J'ai fermé le chéquier. Cette époque était terminée. Le mercredi après-midi, rendez-vous avec Maître Dubois. Son cabinet, rue de Lisbonne, dans le 8e. Un immeuble haussmannien avec ascenseur en fer forgé. Janine m'a accueilli avec un thé, puis Olivier est sorti de son bureau. Geneviève, entrez. Nous nous sommes assis. J'ai posé mon dossier sur la table. Il l'a ouvert, a examiné chaque document avec attention. Son visage restait neutre, professionnel, mais je voyais ses mâchoires se crisper. « C'est parfait », a-t-il dit finalement. « C'est du béton. Avec ça, elle ne peut pas nier. La date, le nom, les objets décrits. Même la carte d'identité. Elle a signé de son propre nom. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va au commissariat. Demain, si vous voulez. Je vous accompagne. On dépose plainte avec toutes les pièces. Ensuite, ça suit son cours. Enquête, convocation, possibilité d'arrangement à l'amiable ou procès si elle refuse. Un arrangement. Restitution de la valeur des biens, excuse formelle, pas de condamnation pénale. C'est souvent ce qui arrive dans les affaires familiales. Les juges préfèrent éviter la casse-prison quand c'est possible. Et si elle refuse? Alors le tribunal tranchera. Et avec ses preuves, elle perdra. J'ai hoché la tête. Je veux d'abord lui donner une chance. Une seule. Je veux qu'elle sache que je sais. Que j'ai les preuves. Et je veux qu'elle choisisse, rembourser et s'excuser, ou affronter la justice. Olivier m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous êtes plus généreuse qu'elle ne le mérite. Non. Je suis juste la mère de son mari. Et même si je ne lui dois plus rien, je dois encore quelque chose à Marc. Une dernière tentative avant que tout explose. D'accord. Comment voulez-vous procéder? Un courrier. Recommandé. Avec copie des preuves. Je lui donne 48 heures pour me contacter et trouver une solution. Passé ce délai, je vais au commissariat. Je vais le rédiger. Vous le signerez. Le soir même, le courrier était prêt. Maître Dubois me l'a envoyé par email. Je l'ai imprimé, lu 3 fois. C'était froid, juridique, sans émotion. Parfait.
Madame, les faits portés à notre connaissance établissent que vous avez procédé à la vente d'objets appartenant à Madame Beaumont sans son consentement. Nous détenons les preuves de cette transaction. Vous disposez de 48 heures pour prendre contact avec notre cabinet afin de trouver une solution amiable. À défaut, une plainte pénale sera déposée. J'ai signé. Le lendemain matin, jeudi, je suis allé à la poste. J'ai envoyé le courrier en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de Marc et Céline, avenue Victor Hugo, dans le 16e. Un bel immeuble, un grand appartement, qu'ils avaient acheté en partie grâce à mon aide financière, d'ailleurs. L'employé de la poste m'a tendu le récépissé. Ce sera distribué demain matin, madame. Merci. En sortant, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de la joie. Pas de la vengeance. Plutôt du soulagement. Comme quand on pose enfin un fardeau qu'on portait depuis trop longtemps. Les dés étaient jetés. Dans 48 heures, je saurais si ma belle-fille avait encore un minimum de conscience. Ou si elle était prête à mentir jusqu'au bout. Le courrier est arrivé le vendredi matin. Je le savais parce que j'avais suivi le tracking sur Internet. Oui, à mon âge, on apprend vite quand c'est nécessaire. Distribué, signature obtenue, C. Moreau, 9h47. Elle l'avait reçu. Maintenant, il fallait attendre. J'ai passé la journée dans un état de tension étrange. Je n'arrivais ni à lire, ni à regarder la télévision, ni même à faire mes mots croisés. Je tournais en rond dans l'appartement comme un animal en cage. Je regardais mon téléphone toutes les 10 minutes. Rien. À 16h, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai décroché, le cœur battant. Geneviève. Une voix que je ne connaissais pas masculine, autoritaire. Oui. Maître Franck Tessier, avocat de Madame Céline Beaumont. J'ai reçu mandat de ma cliente suite à votre courrier. Donc elle avait pris un avocat. Rapidement. Je vous écoute, maître. Ma cliente conteste fermement vos accusations. Elle estime qu'il s'agit d'un malentendu et souhaite éclaircir la situation lors d'une réunion familiale, en présence de toutes les parties. Un malentendu ? J'ai les preuves, maître. Justement. Ma cliente souhaite voir ces preuves et comprendre d'où vient cette confusion. Elle propose un dîner demain soir, samedi, chez elle. Vous, votre fille Pauline si vous le souhaitez, votre fils Marc, et elle-même. Discussion en famille, avant que les choses ne dégénèrent. J'ai réfléchi. C'était un piège, évidemment. Mais c'était aussi une occasion. L'occasion de la confronter devant témoins, de voir sa réaction quand je poserai les documents sur la table. D'accord. J'accepte. Quelle heure ? 20h. Avenue Victor Hugo. Je serai présent également, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Au contraire. Prévenez votre cliente que je viendrai avec Maître Dubois, mon notaire. Silence au bout du fil. Puis, très bien. À demain. Il a raccroché. J'ai immédiatement appelé Olivier Dubois. Puis Pauline. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Elle était en repos, pour une fois. Sa voix était inquiète. Je lui ai tout raconté. Les bijoux, Céline, les preuves, le courrier, l'invitation. Elle a écouté en silence. À la fin, elle a juste dit « Je viens avec toi. Il est hors de question que tu y ailles seule. Tu ne travailles pas demain soir. » Si, mais je vais échanger ma garde. Maman, c'est trop grave. Marc est au courant. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'elle lui ment encore. On sera là. Toi, moi et ton notaire. Elle ne pourra plus se cacher. Le samedi est arrivé. J'ai passé la journée à me préparer. Pas physiquement, quoique j'ai choisi ma tenue avec soin, une robe noire simple, mes perles de culture que Pierre m'avait offertes pour nos 30 ans, mais mentalement. Je répétais dans ma tête ce que j'allais dire. Comment j'allais garder mon calme. Comment j'allais la regarder dans les yeux. Pauline est passée me chercher à 19h30. Elle était en pantalon noir et chemise blanche, professionnelle, solide. Elle m'a serré dans ses bras. Courage, maman. On va affronter ça ensemble. Maître Dubois nous attendait devant l'immeuble. Avenue Victor Hugo, un de ces immeubles bourgeois avec portier, ascenseur à cage dorée, tapis rouge dans les escaliers. Marc et Céline vivaient au 4e étage.
Un 5 pièces avec balcon. J'avais contribué à hauteur de 80 000 € pour l'apport initial, en 2018. Je m'en souvenais très bien. Nous sommes montés tous les trois. Olivier portait sa serviette en cuir, celle où il avait rangé tous les documents. Pauline me tenait le bras. Je sentais sa force, sa présence. Ma fille, mon roc. J'ai sonné. Des pas. La porte s'est ouverte. Marc. Il portait une chemise blanche sans cravate, l'air tendu. Quand il m'a vu, quelque chose a traversé son visage. De la gêne? Du remords? Je n'ai pas su. Maman. Pauline. Il nous a regardés tous les trois. Entrez. Nous sommes entrés dans l'appartement que je connaissais si bien. Le grand salon avec ses canapés gris, la table en bois massif, les photos de famille au mur, dont certaines me montraient, moi, tenant Thomas bébé dans mes bras. Ironie. Céline était là, assise très droite sur le canapé. À côté d'elle, un homme d'une 50aine d'années en costume marine. Son avocat, je supposais. Elle portait un chemisier blanc et un pantalon noir. Sobre, presque pénitente. Mais son visage était dur, fermé. Sur la table basse, un plateau avec des verres, une carafe d'eau. Pas de vin, pas de nourriture. Ce n'était pas un vrai dîner. C'était un tribunal. Bonsoir, a dit Céline d'une voix glaciale. Bonsoir, ai-je répondu du même ton. Nous nous sommes assis. Pauline à ma droite, Olivier à ma gauche. En face, Céline, son avocat, et Marc debout derrière eux, mal à l'aise. L'avocat a pris la parole en premier. Bien. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Nous sommes ici pour clarifier une situation qui, selon ma cliente, repose sur un malentendu. Un malentendu? La voix de Pauline était tranchante. Quand on vole pour 12 000 €, c'est un malentendu. Céline a tressailli. Marc s'est raidi. Mademoiselle, a dit l'avocat, nous nions catégoriquement toute accusation de vol. Ma cliente. Votre cliente, j'ai interrompu calmement, a vendu mes bijoux de famille le 27 mai dernier à un antiquaire rue de Turenne. Sous son nom de jeune fille. Pour un montant total de 12 000 €. J'ai fait un signe à Olivier. Il a ouvert sa serviette, a sorti le dossier. A posé sur la table, devant tout le monde, les documents. Un par un. Comme des cartes dans un jeu mortel. Le reçu de l'antiquaire. La copie de la carte d'identité. Les photos des bijoux prises par Monsieur Millet. Les photos de mes albums montrant maman portant le collier, grand-mère portant les boucles d'oreilles. Les dates, les descriptions, tout correspondait. Le silence était total. On entendait juste le tic-tac de l'horloge murale. Marc s'est penché, a pris le reçu. L'a lu. Son visage est devenu blanc. Il a regardé Céline. C'est quoi ça? Elle ne répondait pas. Elle fixait les documents, les lèvres serrées. Céline. La voix de Marc tremblait. C'est ton nom. C'est ta signature. C'est ta carte d'identité. Je peux expliquer, elle a dit finalement. Alors explique. C'était moi qui avais parlé. Calmement. Explique-moi comment les bijoux de ma mère, de ma grand-mère, se sont retrouvés entre tes mains. Explique-moi pourquoi tu les as vendus 4 jours après être venu ranger chez moi. Explique-moi pourquoi tu m'as regardé dans les yeux en me disant que je devenais confuse. Elle a ouvert la bouche. Refermée. Puis, d'une voix à peine audible, j'avais besoin d'argent. D'argent. Marc la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. On a besoin d'argent? Depuis quand? Depuis toujours. Tu ne vois rien. Ton salaire couvre à peine les charges. L'école privée des enfants, l'appartement, les vacances, tout coûte une fortune. J'avais des dettes. Des cartes de crédit. Des dettes? Marc était abasourdi. Quelles dettes? Shopping. Sorties. Des trucs. Je ne pouvais pas te le dire, tu te serais énervé. Pauline a explosé. Donc tu as volé maman? Pour acheter des sacs et des chaussures. Je n'ai pas volé. J'ai emprunté. J'allais rembourser. Emprunter? Ma voix était montée malgré moi. Tu empruntes quand tu demandes la permission. Là, tu as volé. Tu es entré chez moi avec tes clés, tu as fouillé mes affaires, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas,
et tu l'as vendu. Je suis désolée. Les larmes ont commencé à couler. Ces mêmes larmes élégantes que j'avais déjà vues. Je suis désolée, d'accord? J'ai fait une erreur. Je vais te rembourser. Avec quel argent? A demandé sèchement son avocat. Apparemment, lui non plus n'était pas au courant de toute l'histoire. Elle n'a pas répondu. Marc s'est assis lourdement. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne peux pas croire. Maman. Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Tu ne savais pas qu'elle avait volé, peut-être, ai-je dit doucement. Mais tu savais qu'elle mentait. Et tu as choisi de me faire passer pour une vieille folle plutôt que de douter d'elle. Il n'a rien dit. Parce que c'était vrai. Madame Beaumont, l'avocat a repris, ma cliente reconnaît les faits. Elle est prête à vous rembourser intégralement. 12 000 €. En plusieurs fois si nécessaire. Et à vous présenter des excuses formelles. En combien de fois? A demandé Olivier. Disons, sur 2 ans. 2 ans. Pauline était incrédule. Elle vole maman et elle veut 2 ans pour rembourser. Nous n'avons pas cette somme immédiatement, a dit l'avocat. Mais nous nous engageons. Non. Ma voix a coupé court. Non. Voilà ce que je veux. La totalité dans les 3 mois. Pas 2 ans. 3 mois. Vendez des affaires, contractez un prêt, je m'en fiche. Mais je veux mon argent. Maman, c'est impossible, a dit Marc. Où veux-tu qu'on trouve 12 000 € en 3 mois? Comme elle a trouvé l'argent pour son sac Hermès. Comme elle a trouvé l'argent pour vos vacances à Bali l'année dernière. Débrouillez-vous. Et si on ne peut pas? A demandé Céline. La voix tremblante. Alors je vais au commissariat lundi matin. Avec toutes les preuves. Et là, ce sera plus 3 mois de remboursement. Ce sera 3 ans de prison. Le silence est retombé. Lourd. Épais. Vous avez jusqu'au 1er septembre, a dit Olivier en refermant sa serviette. Passez cette date, plainte pénale. C'est votre dernière chance. Nous nous sommes levés. Pauline m'a pris le bras. Nous avons marché vers la porte. Maman? Marc nous a suivis. Ses yeux étaient rouges. Tu ne veux vraiment plus nous parler? Je me suis retournée. Je l'ai regardé, ce fils que j'avais élevé, nourri, aimé. Cet homme qui avait choisi une menteuse plutôt que sa mère. Marc, quand tu seras prêt à voir la vérité plutôt que ce qui t'arrange, tu sauras où me trouver. Nous sommes partis. Dans l'ascenseur, Pauline m'a serré contre elle. Tu as été incroyable, maman. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au fond, je ne me sentais pas incroyable. Je me sentais juste infiniment triste. Triste d'avoir dû en arriver là. Triste que ma famille soit devenue un champ de bataille. Triste de savoir que même si elle remboursait, rien ne serait jamais plus pareil. Mais au moins, j'avais ma dignité. Les jours qui ont suivi le dîner ont été étranges. Un silence pesant s'est installé. Ni Marc ni Céline n'ont appelé. Pas de message, pas d'email, rien. Comme si, après l'explosion, ils avaient besoin de temps pour ramasser les morceaux de leurs mensonges. Moi, j'ai continué ma vie. Mes courses au marché de Passy, mon aquagym le mercredi matin, mes après-midi avec Pauline quand elle ne travaillait pas. Mais quelque chose avait changé. Je marchais différemment. Plus droite. Plus légère, peut-être. Comme si un poids invisible s'était envolé. Pauline passait me voir presque tous les jours maintenant. Je veux juste m'assurer que tu vas bien, maman. Elle m'apportait des croissants, on prenait le café ensemble. On parlait de tout, sauf de Marc et Céline. C'était comme une plaie trop récente pour qu'on ose la toucher. Le mercredi suivant, exactement une semaine après le dîner, la sonnette a retenti. 15 heures. J'ai regardé par l'œilleton. Marc. Seul. Il portait un jean et un pull, pas sa tenue de travail. Il avait l'air fatigué, vieilli. Des cernes sous les yeux. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Bonjour maman. Bonjour Marc. Nous sommes restés là, sur le palier, à nous regarder. Comme 2 étrangers qui se reconnaissent vaguement. Je peux entrer? J'ai reculé pour le laisser passer. Il est entré lentement, à regarder autour de lui comme s'il redécouvrait les lieux. Son enfance était dans ses murs.
Les rayures sur le parquet où il avait traîné son camion de pompier. La marque sur le mur du couloir où il avait essayé de mesurer sa taille à 10 ans. Tout était encore là. Tu veux du thé? Oui. Merci. Je suis allée dans la cuisine. Mes mains tremblaient légèrement en préparant le plateau. Marc s'est assis dans le salon, à sa place habituelle, celle où il s'asseyait enfant pour faire ses devoirs pendant que je préparais le dîner. Je suis revenue avec le thé. Me suis assise en face de lui. Silence. Maman, Il a commencé, puis s'est arrêté. A pris une grande inspiration. Je ne savais pas. Pour les bijoux. Je te le jure sur la tête de mes enfants, je ne savais pas. Je te crois. Il a levé les yeux, surpris. C'est vrai. Oui. Je ne pense pas que tu savais qu'elle avait volé. Mais tu savais qu'elle mentait. Et tu as choisi son mensonge plutôt que ma parole. Il a baissé la tête. J'avais peur. Peur que ce soit vrai. Peur de ce que ça dirait de moi, de mon mariage, de ma vie. Alors oui, j'ai préféré croire que tu te trompais. Que j'étais sénile. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as pensé. Et c'est pire. Silence encore. Il a bu une gorgée de thé. Sa tasse tremblait légèrement. Elle est effondrée, tu sais. Elle pleure tout le temps. Elle ne dort plus. Elle dit qu'elle a tout gâché, qu'elle est désolée. Marc, je ne veux pas entendre parler de ses larmes. J'en ai assez de ces larmes calculées. Elles ne sont pas calculées cette fois. Elle a vraiment honte. Honte d'avoir volé ou honte de s'être fait prendre. Il n'a pas répondu. Parce qu'il ne savait pas. Ou pire, parce qu'il savait. Maman, on ne peut pas payer 12 000 € en 3 mois. C'est impossible. Notre budget est déjà serré avec l'école des enfants, le crédit de l'appartement. Vendez la voiture de Céline. Quoi? Sa BMW. Modèle 2022. Elle doit valoir au moins 40 000 € d'occasion. Vendez-la. Remboursez-moi. Gardez le reste pour vos dettes. Mais elle en a besoin pour travailler. Elle prendra le métro. Comme des millions de Parisiens. Comme je l'ai fait pendant 40 ans. Maman, sois raisonnable. J'ai posé ma tasse. Lentement. Marc, c'est moi qui ne suis pas raisonnable? Ou c'est vous qui vivez au-dessus de vos moyens depuis des années grâce à mon argent? Il a serré les poings. On ne t'a jamais rien demandé. Vraiment? Les 80 000 € pour l'appartement, vous ne me les avez pas demandés? Les cours de piano, les vacances, les petits dépannages de 800 € tous les 2 mois. Tu les donnais volontiers. Parce que je vous aimais. Parce que je voulais vous aider. Pas pour que vous me preniez pour une idiote avec un portefeuille ouvert. Ma voix s'était élevée malgré moi. Marc s'est renfoncé dans le canapé, les yeux rouges. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Vraiment. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Désolé de ne pas t'avoir cru. Désolé d'avoir été un mauvais fils. Tu n'es pas un mauvais fils. Tu es juste un homme qui a eu peur de regarder en face qui l'avait épousé. Nouveau silence. Plus long. Plus lourd. Si on ne peut pas payer dans 3 mois, tu vas vraiment porter plainte. Oui. Même si ça détruit ma famille, même si mes enfants voient leur mère condamnée. Marc, c'est elle qui a détruit ta famille. Pas moi. Moi, je réclame juste justice. Les enfants, ils te demandent. Thomas surtout. Il veut savoir pourquoi mamie ne vient plus. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Thomas. Mon petit-fils. 8 ans, avec ses boucles brunes et son rire qui cascadait. Léa, 6 ans, timide et douce. Ils n'avaient rien fait, eux. Tu peux leur dire la vérité. Que leur mère a volé leur grand-mère. Ou tu peux mentir, comme d'habitude. C'est ton choix. Maman, je t'en prie. Non, Marc. J'ai levé la main pour l'arrêter. Arrête. Arrête de me demander de céder, de comprendre, de pardonner. J'ai passé ma vie à céder. À ton père quand il rentrait fatigué et que je ravalais mes plaintes. À toi quand tu voulais quelque chose. À Céline depuis 10 ans. J'ai 68 ans. Je n'ai plus de temps à perdre à être gentille avec des gens qui ne me respectent pas. Il s'est levé. Est resté debout un moment, comme s'il cherchait encore quelque chose à dire. Puis, on va se débrouiller.
Je ne sais pas comment, mais on va trouver l'argent. Vous avez jusqu'au 1er septembre. Je sais. Il est parti. À la porte, il s'est retourné. Tu me manques, maman. Toi aussi, tu me manques. Le toit d'avant. La porte s'est refermée. Je suis restée assise longtemps dans le silence. Le thé avait refroidi. Dehors, le jour déclinait. 2 jours plus tard, vendredi, autre sonnerie. Cette fois, c'était Céline. J'ai failli ne pas ouvrir. Puis je me suis dit que si elle avait le courage de venir seule, je devais au moins l'écouter. Elle était méconnaissable. Pas de maquillage, cheveux attachés en queue de cheval négligée, un vieux jean, un pull informe. Ses yeux étaient gonflés, rouges. Elle avait vraiment pleuré, cette fois. Geneviève. Je peux vous parler? Pas maman Geneviève. Juste Geneviève. Au moins, elle ne jouait plus la comédie. Entre. Elle est entrée, mal à l'aise, comme une intruse. S'est assise sur le bord du canapé, sans enlever son manteau. Je suis venue m'excuser. Vraiment. Pas pour éviter la plainte. Juste parce que je dois le faire. J'ai attendu. Elle a respiré profondément. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. J'ai profité de votre confiance, de votre gentillesse. J'ai volé quelque chose d'irremplaçable. Je n'ai pas d'excuse. Pourquoi, alors? Parce que j'étais dans une spirale. Les cartes de crédit, les achats compulsifs. Je voulais paraître, vous comprenez? Avoir l'air riche. Réussi. Les autres femmes du quartier, elles ont toutes des sacs de luxe, des vêtements de marque. Je voulais être comme elles. Donc tu as volé ma mère. Elle a fermé les yeux. Oui. Quand je l'ai dit comme ça, c'est monstrueux. C'est exactement ce que c'est. Je sais. Elle pleurait maintenant. Vraiment. Pas les jolies larmes d'avant. Des sanglots laids, octans. Je déteste ce que je suis devenue. Marc ne me regarde plus. Les enfants sentent que quelque chose ne va pas. Je dors dans la chambre d'amis. Ma vie est en miettes. Ce sont les conséquences de tes actes. Je sais. Et je vais payer. On vend la voiture. Marc a demandé une avance à son patron. On contracte un prêt. Vous aurez votre argent avant septembre. Bien. Elle m'a regardé, le visage ravagé. Mais vous pourrez un jour me pardonner. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas, Céline. Peut-être. Dans longtemps. Quand la plaie sera moins vive. Mais ce ne sera plus jamais comme avant. Tu le comprends? Oui. Tu ne seras plus jamais maman Geneviève. Tu n'auras plus mes clés. Tu ne viendras plus chez moi sans invitation. Tu es la femme de mon fils, la mère de mes petits-enfants. Mais tu n'es plus ma famille. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je comprends. Elle s'est levée. A marché vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Les bijoux, vous pourrez jamais les récupérer. Non. Ils sont perdus. Je suis désolée. Tellement désolée. Moi aussi. Elle est partie. J'ai refermé la porte, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas de colère. Pas de rage. Juste de tristesse. La tristesse de ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Le soir, Pauline est venue. Elle m'a trouvée assise dans le noir, les yeux rouges. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Marc, Céline, les excuses, les larmes. Et tu les crois? Je crois qu'ils ont peur. Peur de la plainte, de la honte sociale, des conséquences. Est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'ils ont détruit? Je ne sais pas. Tu vas annuler la plainte s'ils paient? S'ils paient, je n'irai pas au commissariat. Mais je n'annule rien. Le délai reste. La menace reste. Parce que c'est la seule chose qui les oblige à être honnêtes. Pauline m'a serrée contre elle. Tu es plus forte que tu ne le penses, maman. Non. Je suis juste fatiguée d'être faible. Les semaines ont passé. Juin s'est transformé en juillet, puis en août. Paris s'est vidé de ses habitants, comme chaque été. Les terrasses se sont remplies de touristes, les Parisiens sont partis vers le sud, la mer,
les montagnes. Moi, je suis restée. Je n'avais nulle part où aller. Et surtout, j'attendais. J'attendais le 1er septembre. La date limite. Le jour où Marc et Céline devaient me rembourser les 12 000 €, ou le jour où j'irais au commissariat. Maître Dubois m'appelait régulièrement. Geneviève, vous avez des nouvelles? Non, je n'en avais pas. Aucun appel de Marc. Aucun message de Céline. Le silence. Un silence qui pouvait signifier deux choses. Soit ils préparaient l'argent, soit ils espéraient que je renoncerais. Pauline, elle, était inquiète. Maman, tu es sûre que tu veux aller jusqu'au bout? Si tu portes plainte, ça va éclater au grand jour. Tout le quartier va savoir. Les enfants vont en souffrir. Et si je ne porte pas plainte, Pauline? Si je laisse passer? Qu'est-ce que ça leur apprendra? Qu'on peut voler sa belle-mère et s'en tirer avec des excuses. Non, mais, c'est quand même ton fils. Justement. C'est parce que c'est mon fils que je dois le faire. Pour qu'il comprenne qu'il y a des limites. Qu'on ne peut pas tout pardonner sous prétexte qu'on est famille. Début août, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Madame Beaumont. Une voix de femme, jeune, professionnelle. Oui. Je suis Chloé Tessier, assistante de Maître Tessier, l'avocat de Madame Céline Beaumont. Je vous appelle pour vous informer que mes clients sont en train de réunir les fonds nécessaires au remboursement. En train? Oui. Ils ont vendu le véhicule de Madame. Monsieur a obtenu une avance sur salaire. Ils sont en négociation avec leur banque pour un prêt complémentaire. Tout devrait être réglé avant la date limite. Devrait? Un silence. Nous faisons tout notre possible, Madame. Ce n'est pas une question de possibilité. C'est une question d'engagement. Ils ont 3 mois. Nous sommes le 8 août. Il reste 3 semaines. Je comprends. Je voulais simplement vous tenir informé que la démarche est en cours. Merci de l'information. J'ai raccroché. Mon cœur battait vite. Donc ils essayaient vraiment. Ils avaient vendu la BMW. Marc avait demandé une avance. C'était déjà quelque chose. Mais suffisant? Le 15 août, jour férié. Assomption. Paris était complètement désert. Je suis allée à la messe à Saint-Honoré-d'Eylau, l'église où j'avais épousé Pierre, où j'avais fait baptiser Marc et Pauline. Je me suis assise au fond, dans la pénombre fraîche. L'odeur de l'encens, le murmure des prières. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Depuis la mort de Pierre, peut-être. J'ai prié. Pas pour demander quelque chose. Juste pour trouver la paix. Pour savoir quoi faire si, le 1er septembre, l'argent n'était pas là. Aurais-je vraiment le courage d'aller au commissariat? De signer une plainte qui enverrait ma belle-fille devant un tribunal? De voir mes petits-enfants grandir en sachant que leur grand-mère avait fait condamner leur mère? Je n'avais pas de réponse. En sortant de l'église, j'ai marché jusqu'au Trocadéro. La vue sur la tour Eiffel, les jardins vides, quelques touristes. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé Paris, cette ville où j'avais passé toute ma vie. Où j'avais été jeune, amoureuse, mère, veuve. Et maintenant, quoi? Une vieille femme qui se battait pour sa dignité? Mon téléphone a vibré. Un message. De Marc. Maman, je sais que tu ne veux pas me parler. Mais je voulais que tu saches, on y arrivera. Tu auras ton argent. Promis. Marc. J'ai regardé ce message longtemps. Promis. Comme quand il avait 10 ans et qu'il me promettait de ranger sa chambre, de faire ses devoirs. Est-ce que je pouvais encore croire à ses promesses? J'ai répondu simplement, j'attends. Les jours ont continué à s'écouler. Le 20 août. Le 25. Le 28. Toujours rien. Pas d'appel, pas de virement, pas de nouvelles. Maître Dubois m'a appelé, Geneviève, dans 3 jours, c'est la date limite. Vous voulez que je prépare les documents pour la plainte? Attendons encore. S'il ne donne aucun signe d'ici le 31 au soir, oui, préparez tout. On ira au commissariat le 2 septembre. Pourquoi le 2? Le 1er est un dimanche. Les commissariats sont fermés. Il a ri doucement. Vous pensez à tout. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Le 30 août, samedi après-midi. J'étais chez moi, en train de lire.
La chaleur était étouffante. Toutes les fenêtres ouvertes, mais pas un souffle d'air. Paris en août, c'est étouffant. La sonnette. J'ai sursauté. Qui pouvait venir un samedi après-midi de fin août? J'ai regardé par l'œilleton. Marc. Et avec lui, Thomas et Léa. Mes petits-enfants. J'ai ouvert. Thomas s'est jeté dans mes bras. Mamie. Tu nous manques trop. Léa, plus timide, est restée derrière son père. Mais elle souriait. Ce sourire doux qu'elle a toujours eu. Bonjour maman. Marc portait un sac en bandoulière. Il avait l'air épuisé, mais soulagé. Bonjour. Entrez. Les enfants ont couru dans l'appartement, comme ils le faisaient toujours. Vers leurs jouets que je gardais dans un placard du salon. Leurs livres, leurs jeux. Tout était encore là, intact, comme si le temps s'était arrêté. Marc est resté debout. A posé le sac sur la table. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. J'ai ouvert le sac. À l'intérieur, des enveloppes. J'ai sorti la première. Des billets de 500 €. J'ai compté. 2000. Deuxième enveloppe, 3000. Troisième, 4000. Quatrième, 3000. 12 000 €. En liquide. C'est tout là, a dit Marc. Jusqu'au dernier euro. On a vendu la voiture pour 38 000. J'ai pris une avance de 5 000 sur mon salaire. On a emprunté 4 000 à mes beaux-parents. Le reste, c'était nos économies. Tout ce qu'on avait. J'ai regardé les enveloppes. Mes mains tremblaient. Vous avez réussi. Oui. On a tenu notre engagement. J'ai levé les yeux vers lui. Il pleurait. Pas de sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient. Maman, je suis désolée. Pour tout. Pour ne pas t'avoir cru. Pour t'avoir blessée. Pour avoir laissé ma femme te faire du mal. Je suis tellement désolée. Dans le salon, Thomas et Léa riaient. Ils avaient retrouvé leur puzzle préféré. Est-ce qu'on peut essayer de réparer? A demandé Marc. Pas tout de suite. Je sais que ça prendra du temps. Mais un jour. J'ai regardé mes petits-enfants. Puis mon fils. Cet homme de 40 ans qui ressemblait encore, par moments, au petit garçon qu'il avait été. Marc, tu as payé ta dette financière. Mais la confiance, ça ne se rembourse pas en liquide. Ça se reconstruit. Lentement. Avec des actes, pas des mots. Je sais. Je suis prêt à essayer. Céline. Elle a beaucoup changé. Elle a commencé une thérapie. Pour ses problèmes d'argent, sa compulsion d'achat. Elle sait qu'elle t'a perdu. Ça l'a détruite. Bien. Il a tressailli au ton de ma voix. Mais il n'a rien dit. Vous pouvez rester pour le goûter. Les enfants ont l'air contents. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Oui. Mais Céline, pas encore. Un jour peut-être. Pas maintenant. Je comprends. On a passé l'après-midi ensemble. J'ai fait des crêpes, comme avant. Thomas m'a raconté ses vacances en Bretagne chez ses grands-parents maternels. Léa m'a montré ses dessins. Marc est resté silencieux, nous observant, comme s'il gravait ce moment dans sa mémoire. Vers 18 h, ils sont partis. Thomas et Léa m'ont embrassé fort. À bientôt mamie. À bientôt, mes chéris. Marc, sur le pas de la porte, merci, maman, pour cette chance. Ce n'est pas une chance, Marc. C'est juste de la justice. Vous avez payé. Maintenant, on verra. Quand ils sont partis, je suis retournée dans le salon. Les enveloppes étaient toujours sur la table. 12 000 €. Le prix de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. J'ai appelé Olivier Dubois. C'est Geneviève. Ils ont payé. Intégralement. En liquide. Alors c'est terminé? Non. C'est juste le début. J'ai déposé l'argent à la banque le lundi matin. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai pris 10 000 € et je les ai placés sur un compte bloqué. Un compte au nom de Thomas et Léa. Pour leurs études. Pour leur avenir. Les 2 000 restants, je les ai gardés. Pour moi. Pour un voyage que j'avais toujours voulu faire. La Toscane. Les collines, les cyprès, les petits villages.
Pierre m'avait promis qu'on irait ensemble. On n'a jamais eu le temps. Maintenant, j'avais le temps. Et l'argent. Et surtout, la liberté. L'automne est arrivé doucement sur Paris. Les feuilles des marronniers ont commencé à jaunir, l'air s'est rafraîchi. Septembre, octobre. Les mois ont passé avec une lenteur particulière, comme si le temps lui-même hésitait. Marc venait me voir une fois par semaine. Le jeudi, généralement. Toujours seul. Il apportait parfois des croissants, du pain frais de la boulangerie rue de l'Annonciation. On prenait le café ensemble. On parlait de tout et de rien. Jamais de Céline, sauf si je posais la question. Comment va-t-elle? Elle tient le coup. La thérapie l'aide. Elle a trouvé un travail à mi-temps dans une agence immobilière moins prestigieuse. Le salaire est plus bas, mais c'est stable. Et les enfants? Ils vont bien. Thomas a intégré l'équipe de foot de son école. Léa apprend le violon maintenant. Plus le piano, on n'a plus les moyens. Je ne disais rien. Ce n'était plus mon problème. Ils devaient apprendre à vivre selon leurs vrais moyens, pas selon ceux qu'ils s'inventaient avec mon argent. Un jeudi, fin octobre, Marc est arrivé avec une question. Maman, Noël approche. Les enfants demandent si on peut le passer ensemble. Ici, comme avant. J'ai réfléchi longtemps. Vous, oui. Céline, je ne sais pas encore. Elle a vraiment changé, tu sais. Elle ne dépense plus rien. Elle prend le métro. Elle fait les courses chez Lidl, pas chez Bon Marché. Elle. Marc. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais que tu veux que je lui pardonne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Ça viendra peut-être. Ou pas. Il faut que tu l'acceptes. Il a hoché la tête, les yeux humides. Pauline, elle, était plus directe. Tu es trop gentille avec lui, maman. Il t'a trahi autant qu'elle. Non. Il a été faible, aveugle. C'est différent. Tu fais des différences que je ne comprends pas. C'est normal. Tu n'es pas mère d'un fils. Le jour où tu auras des enfants, tu comprendras. On pardonne des choses à ses enfants qu'on ne pardonnerait jamais à personne d'autre. Pas parce que c'est juste. Parce que c'est viscéral. En novembre, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis inscrite à un club de lecture. À la bibliothèque de Passy. Tous les mardis soirs, une dizaine de personnes se réunissaient pour discuter de livres. Des femmes surtout, de mon âge ou plus jeunes. Des veuves, des divorcées, des solitaires. J'ai trouvé là quelque chose que je ne savais pas chercher, une communauté. Des gens qui ne me connaissaient pas comme la mère de, la grand-mère de, juste comme Geneviève. Une femme qui aimait Zola et détestait Houellebecq. Qui riait fort quand quelque chose l'amusait. Qui avait des opinions tranchées sur les personnages de Balzac. Vous êtes nouvelle, m'a dit une femme, Michel, la première fois. Cheveux blancs courts, regard vif. Qu'est-ce qui vous amène? Je cherchais quelque chose pour moi. Rien que pour moi. Elle a souri. Vous êtes au bon endroit. Début décembre, Marc m'a appelé. Maman, Céline voudrait te voir. Pas pour demander pardon encore une fois. Juste pour parler. En terrain neutre. Un café, si tu veux. J'ai hésité. Puis accepté. D'accord. Mais je choisis l'endroit. Nous nous sommes retrouvés au Café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés, loin de nos quartiers respectifs. Un mercredi après-midi. Il y avait peu de monde. Céline était déjà là quand je suis arrivée. Elle portait un manteau simple, noir, pas de grande marque visible. Ses cheveux étaient attachés. Pas de maquillage, ou très peu. Bonjour Geneviève. Bonjour Céline. On a commandé du thé. Le silence était épais, inconfortable. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle dit finalement. Alors ne commence pas, dis-moi juste. Pourquoi tu voulais me voir? Parce que j'ai besoin que tu saches que je ne suis pas un monstre. Que je ne me réveille pas tous les matins en pensant que voler ma belle-mère était une bonne idée. Que je vis avec cette honte tous les jours. Bien. Tu devrais. Elle a tressailli. Tu ne me rendras jamais les choses faciles, hein? Pourquoi je le ferais? Tu as volé 4 générations de ma famille pour t'acheter un sac. Ce n'était pas que pour le sac. Sa voix s'est cassée. J'avais 15 000 € de dettes de carte de crédit. Je ne dormais plus.
J'avais peur que Marc découvre. Peur qu'on me saisisse, qu'on perde l'appartement. J'étais dans une spirale. Et au lieu de demander de l'aide, tu as volé. Oui. Parce que j'avais honte. Parce que je voulais paraître forte, indépendante. Tout contrôler. Et au final, j'ai tout détruit. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été si arrogante, si sûre d'elle. Maintenant elle était juste, cassée. Humaine. Tu suis toujours ta thérapie. Oui. 2 fois par semaine. J'ai compris que j'ai un rapport malade à l'argent. Au paraître. J'essaie de changer. Essayer ne suffit pas, Céline. Je sais. Mais c'est tout ce que j'ai. On est resté silencieux un moment. J'ai bu mon thé. Elle tritourait sa cuillère. Les bijoux, ils sont vraiment perdus ? A-t-elle demandé doucement. Oui. L'antiquaire les a vendus. Une Italienne pour le collier, un collectionneur pour les boucles d'oreilles. Disparu. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Personne ne peut. Alors tu vis avec. Comme moi. On est partis chacune de notre côté. Pas d'embrassade, pas de promesses. Juste un début. Peut-être. Noël est arrivé. J'ai accepté que toute la famille vienne. Marc, Céline, Thomas, Léa. Pauline aussi, avec Julien. On était 8 autour de la table. J'avais préparé une dinde, comme avant. Des marrons, de la purée, une bûche au chocolat. Céline est arrivée avec un bouquet de fleurs modestes et une boîte de chocolat. Ce n'est pas grand-chose. Juste pour être là. Merci. Le repas a été étrange. Pas vraiment joyeux, mais pas tendu non plus. Les enfants parlaient, riaient. Marc servait le vin. Pauline racontait des anecdotes de l'hôpital. Céline restait discrète, presque effacée. À un moment, Thomas a levé son verre de grenadine. À mamie. La meilleure grand-mère du monde. Tout le monde a levé son verre. Même Céline. Nos regards se sont croisés. Elle a murmuré « À vous, Geneviève ». Ce n'était pas « Maman Geneviève ». Ce ne le serait peut-être plus jamais. Mais c'était un pas. Après le dîner, quand tout le monde était parti, j'ai fait la vaisselle seule. Pauline avait proposé de rester, mais j'avais refusé. J'avais besoin de silence. De faire le point. J'ai regardé les assiettes dans l'évier. Les traces de repas, les verres à moitié vides. Les restes d'une famille qui essayait de se reconstruire. Ce n'était plus comme avant. Ça ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. Quelque chose de nouveau. De fragile. D'honnête, peut-être. J'ai pensé aux bijoux. Aux perles de maman que je ne reverrai jamais. Aux émeraudes de grand-mère perdues à jamais. Elles étaient parties. Mais moi, j'étais toujours là. Debout. Vivante. Libre. Et finalement, c'était peut-être ça, le vrai héritage. Pas les objets. Mais la force de se relever. La dignité de dire non. Le courage de pardonner sans oublier. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des mois. Sans rêve. Sans cauchemar. Juste le sommeil paisible de quelqu'un qui a livré sa bataille et qui sait, au fond, qu'elle a gagné. Pas contre eux. Contre elle-même. Contre la peur d'être seule. Contre l'habitude de tout accepter. 1 an. 1 an exactement depuis le jour où j'avais ouvert ce coffret vide. 1 an depuis que mon monde s'était écroulé et reconstruit, différemment, plus solidement peut-être. Nous sommes en juin. Je suis assise à la terrasse d'un petit café à Florence. Devant moi, une vue sur l'Arno, le pont de Vecchio au loin. Le soleil de fin d'après-midi dort les façades ocre. J'ai un verre de vin blanc frais, un carnet de notes, et pour la première fois depuis très longtemps, je me sens complètement moi-même. La Toscane. Pierre m'en parlait toujours. Un jour, Geneviève, on ira ensemble. On louera une petite maison dans les collines. On boira du Chianti en regardant les cyprès. Ce jour n'est jamais venu pour lui. Mais il est venu pour moi. Je suis partie 3 semaines. Seule. Au début, ça m'a fait peur. Voyager seule à 69 ans, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais Michel, du club de lecture, m'a encouragée. Geneviève, c'est le meilleur moment. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Alors je suis partie.
Florence, Sienne, San Gimignano, les petits villages perdus dans les collines. J'ai marché dans les ruelles pavées. J'ai mangé des pâtes fraîches. J'ai visité des églises silencieuses où la lumière entre par les vitraux. J'ai parlé italien avec mon mauvais accent, et les gens ont ri gentiment, m'ont corrigé, m'ont offert du limoncello. Et j'ai pensé, beaucoup pensé, à tout ce qui s'était passé cette année. Marc vient me voir régulièrement maintenant. Toujours le jeudi, c'est devenu notre rituel. On parle plus qu'avant. Vraiment parler. Il me raconte son travail, ses doutes, ses peurs de père. Je l'écoute différemment. Plus comme une mère qui donne des solutions, mais comme une femme qui a vécu et qui sait que certaines questions n'ont pas de réponse. Tu sais, maman, m'a-t-il dit il y a quelques semaines, je réalise que je ne te connaissais pas vraiment. Pendant toutes ces années, tu étais juste maman. La personne qui était là, qui donnait, qui aidait. Mais toi, en tant que personne, tes envies, tes rêves, je ne les connaissais pas. C'est normal. Les enfants voient rarement leurs parents comme des êtres humains complets. Seulement comme des fonctions. Je regrette. Ne regrette pas, apprends. Et fais mieux avec tes enfants. Céline, je la vois peu. Elle vient parfois pour les grandes occasions, les anniversaires, Pâques. Elle reste en retrait, polie. Presque trop. Elle ne parle pas beaucoup. Elle apporte toujours quelque chose de modeste, des fleurs, un gâteau fait maison. Plus jamais de cadeaux onéreux, plus jamais de faux-semblants. Un jour, en mars, elle m'a demandé « Est-ce que vous pourrez un jour ne plus me détester ?» Je ne t'ai jamais détesté, Céline. J'ai été blessée, trahie, humiliée. Mais détester, non. La haine demande trop d'énergie. Et à mon âge, on choisit où on met son énergie. Alors quoi? De l'indifférence. Non. De la distance. Du respect, peut-être. Mais plus jamais de confiance aveugle. Elle a hoché la tête. Elle comprenait. Thomas et Léa, eux, viennent souvent. Un mercredi sur deux, ils passent l'après-midi chez moi. On fait des crêpes, on joue aux cartes, on regarde de vieux films. Thomas a maintenant 9 ans, Léa 7. Ils grandissent vite. Trop vite. Mamie, c'est vrai que maman t'a volé. Thomas m'a demandé un jour, directement. Il a toujours été franc, cet enfant. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle avait des problèmes. Et qu'elle a fait de mauvais choix. Tu lui as pardonné? Pas complètement. Mais j'essaie de ne plus être en colère. C'est différent. Papa dit que tu es la femme la plus forte qu'il connaisse. J'ai souri. Ton papa exagère. Je suis juste une femme qui a appris à dire non. Pauline, ma Pauline, reste mon roc. On se voit 2 ou 3 fois par semaine. Elle et Julien ont annoncé il y a un mois qu'ils attendaient un bébé. Une petite fille, pour novembre. Je serai grand-mère pour la 3e fois. Mais cette fois, d'une lignée différente. Une lignée où je sais que je serai respectée. Maman, je veux que tu sois là. À l'accouchement, si tu veux. Et après, autant que tu veux. Tu seras la grand-mère de cette petite, pas la banque. Je sais, ma chérie. Et elle portera ton prénom en 2e prénom. Juliette Geneviève. J'ai pleuré. Des larmes heureuses, pour une fois. Mon club de lecture est devenu une vraie famille. On ne parle plus seulement de livres. On se retrouve pour des expositions, des concerts, des dîners. Michel est devenue une vraie amie. Elle aussi est veuve, elle aussi a connu la trahison d'un enfant ingrat. On se comprend sans avoir besoin d'expliquer. On devrait créer un club, plaisante-t-elle parfois. Les grands-mères qui ont dit non. Ça marcherait. On serait nombreuses. Quant aux bijoux, je n'y pense presque plus. Enfin, c'est faux. J'y pense, mais différemment. Il ne me manque plus physiquement. Ce qui me manque, c'est l'insouciance d'avant. Quand je croyais encore que ma famille était un refuge sûr. Mais j'ai appris quelque chose d'important, la famille n'est pas toujours celle du sang. Parfois, c'est celle qu'on choisit. Michel, mes amis du club, Pauline et son honnêteté, même Marc dans ses efforts maladroits pour réparer. Voilà ma vraie famille. Hier, j'ai fait quelque chose de symbolique. Je suis retournée chez Monsieur Millet, l'antiquaire rue de Turenne. Celui qui m'avait aidé, qui m'avait donné l'épreuve. Madame Beaumont. Quelle surprise! Bonjour, Monsieur Millet.
Je voulais vous remercier. Vraiment. Sans vous, je n'aurais jamais pu prouver la vérité. C'était normal. Comment ça s'est terminé? Ils ont remboursé. Ma belle-fille suit une thérapie. Mon fils essaie de réparer. Ce n'est pas parfait, mais c'est honnête. Il a souri. C'est bien. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, même. Je voyage, je lisu, je vis. Vous savez, je pense souvent à votre histoire. Aux femmes de votre génération qui se font exploiter par leurs enfants. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Je sais. C'est pour ça que j'en parle. Aux femmes du club, à mes amis. Pour qu'elles ne se laissent pas faire. Pour qu'elles sachent qu'on peut dire non, même à 68 ans. En repartant de chez lui, j'ai marché dans le Marais. Les mêmes rues où j'avais marché 1 an plus tôt, désespéré, cherchant mes bijoux. Aujourd'hui, je marchais librement, légèrement. J'avais perdu des perles, mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. Maintenant, je suis ici, à Florence. Demain, je pars pour Lucca. Après-demain, vers la côte. Je n'ai pas de plan précis. Juste l'envie d'être là, de voir, de sentir, de vivre. Mon téléphone vibre. Un message de Marc. Maman, j'espère que tu passes un bon moment. Les enfants t'embrassent. On t'attend avec impatience. Je t'aime. Je souris. Je réponds, profite bien de mes petits-enfants. Je rentre dans 10 jours. Je vous aime aussi. Puis je range mon téléphone. Je bois une gorgée de vin. Je regarde l'Arno qui coule, imperturbable. Comme le temps. Comme la vie. Si quelqu'un m'écoute en ce moment, quelqu'un qui traverse la même chose que moi, je veux lui dire ceci. Ne laissez personne vous voler votre dignité. Ni vos enfants, ni vos proches, ni personne. Vos biens peuvent disparaître, mais vous, vous restez. Et vous avez le droit d'exiger le respect. Même à 70 ans. Surtout à 70 ans. La vie ne s'arrête pas quand on devient grand-mère. Elle continue. Elle peut même être plus belle, si on choisit de se choisir. Moi, Geneviève Beaumont, 69 ans, veuve, mère, grand-mère, je l'ai fait. Et je ne regrette rien. Épilogue pour l'audience. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle résonne en vous, n'hésitez pas à mettre un like et à écrire dans les commentaires votre âge et votre pays. Racontez-moi aussi, avez-vous vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous réagi? Vos témoignages m'aident à savoir que je ne suis pas seule. Et peut-être qu'ils aideront d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Prenez soin de vous. Respectez-vous. Et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour choisir votre dignité. Merci. Et à bientôt. Si vous écoutez cette histoire, c'est peut-être parce qu'elle résonne en vous. Combien d'entre vous ont tout donné à leurs enfants pour se retrouver trahis? Les bijoux, on peut les remplacer. La dignité, jamais. Ne laissez personne, même votre propre sang, vous voler ce que vous êtes. Écrivez dans les commentaires votre âge et votre pays. Mettez un like si cette histoire vous a touché. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et surtout, n'ayez jamais honte de choisir votre dignité.